sommes à l'aube d'une révolution sans précédent. Ah, je savais que j'aurais dû en acheter il y a 5 ans. C'est pas utilisé par les criminels, ça? L'impact environnemental est loin d'être négligeable. On prépare une ICO qui va tout révolutionner. Ça va jamais marcher en fait. 21 millions. Bonjour et bienvenue dans 21 millions, l'émission Crypto-Pédago qui vous explique simplement le monde des crypto-monnaies et de la blockchain. Je suis Grégory Raymond, crypto-journaliste pour le magazine Capital. Aujourd'hui, je reçois Vidal Shriki, le cofondateur de BTU Protocol, un projet qui n'a ni plus ni moins que l'ambition de révolutionner la réservation en ligne grâce à la blockchain. Alors BTU part de quelque chose que tout le monde a déjà pu constater. Les sites comme Booking exercent un quasi-monopole sur la réservation d'hôtels et les établissements qui refusent leurs conditions sont rayés de la carte. Du côté des clients, c'est pas mieux parce que Booking choisit de mettre en avant qui il veut et les prix sont gonflés par sa commission d'environ 15%. Au final, si le système fonctionne, on peut quand même se demander si c'est positif qu'un seul acteur exerce sa loi sur un secteur mondial. Ce que BTU propose, c'est que n'importe qui peut devenir une plateforme de réservation à la Booking. Cela se présente sous la forme d'un mini-logiciel à intégrer sur votre site web. À chaque réservation passée par votre intermédiaire, ça vous rapporte des crypto-monnaies en récompense. À l'arrivée, le prix payé par le client est plus doux que sur Booking car il n'y a pas l'énorme commission. Derrière cette nouvelle solution de réservation, BTU montre que des nouveaux modèles économiques sont possibles grâce à la blockchain. Vidal Shriki l'appelle le Web 3, une sorte d'internet nouvelle génération où la création de valeur ne profiterait pas qu'aux actionnaires d'un mastodonte boursier, mais à tous les maillons de la chaîne, y compris les consommateurs. Avec Vidal Shriki, nous parlerons de BTU, bien sûr, mais aussi de Brave, le navigateur internet qui nous rémunère quand on visionne des publicités en ligne. On parlera également d'un hypothétique Uber blockchain et plus globalement de cette philosophie qui entend défier ce système de type féodal imposé par les seigneurs 2.0, j'ai nommé les GAFA. Alors bonjour Vidal Shriki, bienvenue dans 21 millions. Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous reçois en tant que cofondateur de BTU Protocol car vous proposez un système de réservation en ligne décentralisé. Alors, c'est-à-dire que les hôteliers, par exemple, ne sont plus obligés de passer par le géant Booking.com pour trouver leurs clients. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne, BTU ? Tout à fait. Alors, BTU Protocol, c'est une crypto-monnaie française qui est aujourd'hui cotée sur les marchés depuis peu. On fait partie des 250 premières crypto-monnaies en termes de valorisation, enfin, au moment de l'enregistrement. Donc nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est un peu à l'image du Bitcoin. Le Bitcoin a inventé le paiement pair à pair, donc un paiement qui ne passe pas par les banques. Nous, on a inventé la réservation pair à pair, donc c'est une réservation en direct qui ne passe pas par des plateformes de réservation. Alors si on oublie la partie technologique, notre vrai métier, c'est le circuit court. Donc le circuit court, on le connaît beaucoup dans l'agricole. Donc au lieu d'acheter mes tomates dans un hypermarché, je vais l'acheter directement chez le producteur. Mais nous, on a digitalisé ce process et puis on l'a appliqué à tous les métiers de la réservation. Donc ça peut être l'hôtellerie, ça peut être des excursions, ça peut être une location de voiture et bien plus encore. Et comment ça fonctionne exactement ? Alors, comment ça fonctionne en pratique ? C'est là qu'il faut voir que justement le circuit court absolu n'existe pas encore beaucoup en pratique. Simplement, nous, on raccourcit le circuit et nous, on diminue le nombre d'intermédiaires. La problématique aujourd'hui n'est pas forcément le fait qu'il y ait des intermédiaires, c'est la situation monopolistique de certaines plateformes qui conduit au fait que ce sont elles qui décident des conditions, ce sont elles qui décident du commissionnement pour trouver le client. Donc nous, grâce à la technologie BTU Protocol et à la décentralisation, on permet soit aux personnes qui savent utiliser la blockchain, donc entre guillemets des geeks, de réserver en direct, donc en utilisant ce qu'on appelle des DApp browsers, mais dans la plupart des cas, c'est plutôt des entreprises qui installent notre technologie, donc des sites qui ont du trafic. Donc ça peut être un site par exemple de comité d'entreprise qui installe notre technologie, qui devient la passerelle vers la réservation en direct pour son audience. Donc lui, il utilise la technologie blockchain pour son audience et eux, ils bénéficient de tarifs
plus intéressant. Et pour être sûr que tout le monde comprenne, moi j'aimerais bien que vous utilisiez l'exemple du blogueur de voyage qui propose la plateforme BTU et qui devient porteur d'affaires. Vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne ? Parce que la première fois que j'ai entendu parler de BTU, moi c'est cet exemple qui m'a fait tout de suite tilt. Alors effectivement, le blogueur, c'est un exemple assez emblématique. En pratique, ce sont plutôt des professionnels qui ont des sites à très grand trafic, qui installent la technologie, mais rentrons dans cet exemple. Donc disons que vous êtes un blogueur spécialisé dans le travel et vous expliquez, vous donnez des conseils régulièrement sur comment voyager aux États-Unis en famille. Donc nous, ce qu'on donne, c'est la possibilité de monétiser vos conseils, puisque d'habitude ces blogueurs en fait, ne gagnent pas tellement d'argent par rapport au fait qu'ils donnent ces conseils, puisque les gens en fait font un copier-coller du nom de l'hôtel et vont se retrouver sur des plateformes qui elles vont prendre la commission. Donc finalement d'habitude le blogueur donne des conseils et d'autres gagnent de l'argent. Là maintenant le blogueur peut installer. Alors il y a plusieurs formes, soit un lien de réservation, soit un lien de ce qu'on appelle nous le widget mono-hôtel, c'est-à-dire il va dire que le meilleur hôtel à Las Vegas c'est le Wynn ou le Encore ou donc il va mettre un lien mono-hôtel, un widget mono-hôtel, ou bien il va mettre un moteur de réservation complet pour laisser son audience réserver. Et ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que des gens initient la réservation depuis ce blogueur, depuis le site de ce blogueur, tout simplement, après le check-out, évidemment, parce qu'une réservation peut être annulée, le blogueur sera rémunéré concrètement aujourd'hui 5% du montant de la réservation qui sera payé directement et automatiquement en BTU. D'accord, donc en fait n'importe qui peut se transformer en booking. Exactement. Donc tout le monde peut, quelque part, on a libéralisé, on a désacralisé le métier d'intermédiaire en réservation et tout le monde a le droit de le faire. Donc on ouvre la compétition et nous ce qu'on dit c'est que effectivement la compétition devient plus saine. Quelque part le rôle de BTU de protocole c'est d'ubériser ces monopoles et de donner une commission plus raisonnable pour les fournisseurs de services. Là, dans notre cas, c'est l'hôtellerie. Donc finalement, c'est un canal de distribution nouveau qui est constitué de l'ensemble des gens qui installent le widget. Et donc, dans ce canal de distribution, ce sont les hôteliers qui dictent la commission, à l'inverse du monde monopolistique où c'est la plateforme qui guide et qui décide de la commission. Et ça, c'est applicable à bien d'autres métiers et c'est ce qu'on est en train de préparer. D'accord. Et donc, on peut parler de ces nouvelles activités. Donc, l'hôtel, c'est très emblématique pour vous. Mais voilà, j'imagine qu'il y en a plein d'autres. Alors, effectivement, alors là, on a annoncé il y a à peu près un mois le lancement de tout ce qu'on appelle les activités excursions. Donc, c'est un marché en plein boom. Et donc, typiquement, pour donner des exemples concrets, dès aujourd'hui, quand on veut réserver un ticket pour un parc Astérix, un ticket coupe-file pour le parc Astérix, une excursion à la Tour Eiffel, un bateau-mouche ou une excursion à l'Arc de Triomphe, on peut passer par BTU Protocole et on a plein de particuliers, surtout, aujourd'hui qui commencent. Donc ça peut être des réceptionnistes, des chauffeurs de taxi qui sont en contact des touristes et qui sont en situation de suggérer des activités, qui le font, qui initient des réservations et qui gagnent des crypto-monnaies BTU. Donc quelque part on crée ce nouveau métier, une nouvelle distribution que je qualifierais de phygital, puisque là on a beaucoup de physique, mais effectivement même dans les activités on a des sites qui sont en train d'intégrer. Donc la distribution phygital nouvelle avec BTU permet d'ubériser les monopoles aussi de la réservation d'activités. Et j'imagine que ça peut apporter énormément de choses aux guides de voyage s'ils acceptent ça sur leur site. Complètement. On leur offre une solution de monétisation transparente et quelque part, en fait, on leur fait promouvoir les bons plans, les tarifs, a priori les meilleurs, et tout en leur permettant de gagner de l'argent. Effectivement, si je reviens au terme initial, on est dans le bénéfice du circuit court, c'est-à-dire que le producteur va pouvoir prétendre à une meilleure marge tout en laissant le client final bénéficier d'un tarif un peu plus avantageux. Et on est un peu le pays de la gastronomie. Est-ce que vous avez pensé à développer BTU pour les restaurants ? Alors effectivement, on en a pensé. On a des partenaires qui sont venus nous voir pour en parler. Cependant, à ce stade, c'est un peu trop tôt pour faire une annonce. Parce que, en fait, comme vous le savez, dans le monde du logiciel, il y a quand même un temps d'intégration pour que ces partenaires puissent publier leur inventaire sur le protocole BTU au lieu du protocole HTTP, comme c'est le cas aujourd'hui.
Alors, quand on vous écoute, on a l'impression que la solution BTU, c'est vraiment la meilleure du monde et que surtout, Booking n'apporte que des problèmes. Or, ça permet de centraliser une grande partie de l'offre hôtelière et donc ça va permettre de pouvoir comparer les hôtels entre eux avant de les choisir. Alors, pour le consommateur, c'est optimal car ça les met en concurrence et donc ça fait baisser les prix. Alors, quel avantage, en tant que consommateur, j'ai à passer par le système BTU ? Alors attention, je ne veux pas dire de mal de Booking, au contraire. Dans les prestataires qui nous envoient les tarifs, on utilise Booking parce que certains fournisseurs ne jouent pas le jeu. Donc effectivement, dans ce cas, on donne des tarifs Booking sur notre plateforme. Donc en fait, pour moi, le Booking ne pose la seule difficulté, c'est la situation monopolistique qui fait que c'est lui qui dicte les tarifs et c'est lui qui donne la distribution. Quelque part, l'algorithme qui met l'hôtel en page 1, c'est Booking qui le décide et c'est ça qui est un peu difficile. C'est ça qui pose c'est ça qui constitue une situation un peu difficile. L'apport de BTU, quelque part, c'est de dire, effectivement, on est dans un monde où on n'a pas le choix. Quelque part, le consommateur, quelque part, il subit son intermédiaire. Nous, ce qu'on dit, c'est que désormais, le consommateur peut choisir son intermédiaire. Si je considère que le meilleur conseil est donné par un guide, alors on travaille pas avec eux, mais avec le guide du Lonely Planet. Si le conseil est donné par Lonely Planet, j'ai envie que ça soit Lonely Planet qui soit rémunéré pour ce travail de curation. Si c'est un blogueur spécialisé qui a fait un travail pour savoir comment une famille handicapée doit faire tel et tel voyage, c'est ce blogueur qui doit être rémunéré. Donc nous, ce qu'on dit simplement, c'est qu'on veut donner le choix. On a le droit de choisir son intermédiaire, alors qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment l'impression qu'on le fait. Et on est dans un monde un peu biaisé par le modèle économique, parce que quelque part, quand dans la galaxie de ces monopoles, parce qu'en fait, ils ont plusieurs noms, on vous dit que le top 5 des meilleurs restaurants de Selleville, le voici. En fait, le top 5, ça a été fait par rapport aux annonceurs qui ont payé pour être là. Ça n'a pas été fait par rapport aux choix qui intéressent individuellement chacun des consommateurs. Donc voilà. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'on passe dans un monde où on choisit son intermédiaire, et son intermédiaire, c'est tellement un métier qui est ouvert à la concurrence que les commissions sont raisonnables et ça vaut le coup de passer par cet intermédiaire. Plus tard, et là c'est un horizon bien plus lointain, quand tout le monde saura utiliser un protocole blockchain, on fera vraiment de la réservation directe telle qu'on l'a conçue aujourd'hui. Moi, vraiment, je me mets à chaque fois dans la tête du consommateur. Moi, ce que j'aime chez Booking, c'est qu'on va m'assurer le meilleur prix. Et j'ai peur qu'en utilisant un système de réservation comme BTU, en fait, on va me donner le meilleur endroit, mais pas forcément le meilleur prix. Et vous pensez que vraiment que les consommateurs vont profiter de votre système ? En tout cas sur une partie significative de notre inventaire, on est en moyenne 5 à 10% moins cher. Parce que les commissions donc sont beaucoup moins élevées. Parce qu'il y a moins d'intermédiaires, voilà. Et surtout moins d'intermédiaires payants. Voilà. Alors dans notre plateforme, sur à peu près la moitié de l'inventaire, on est entre 5 et 10% moins cher que Booking, sans compter que il y a le reward de 5%. Donc je pense que c'est pas incompatible. Voilà, mais simplement en pratique, il y a toute une partie de l'inventaire qui appartient encore à ces plateformes où on fait pas où elles continueront à être compétitives. Moi, je pense que ce sont des circuits différents. Le circuit BTU, c'est un circuit qui passe par exemple un comité d'entreprise. Donc un comité d'entreprise qui a vérifié nos prix par rapport à une certaine destination va communiquer auprès de sa base en lui disant voilà, vous pouvez utiliser ce widget, c'est vérifié, et puis les gens suivent ce conseil. Voilà, donc en fait, on est sur des circuits différents. On n'a pas vocation à remplacer Booking, mais voilà, on a vocation à prendre une certaine part de marché. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais pourquoi vouloir à tout prix s'attaquer aux GAFA ? Leur service ne nous apporte-t-il pas plus d'avantages que d'inconvénients ? Alors, on ne cherche pas forcément à s'attaquer aux GAFA, mais pour moi, en fait, ce qu'on constate, c'est que en fait, la situation monopolistique de ces différents acteurs, je vais prendre quelques exemples. Donc, c'est pas du tout... en fait, ces acteurs constituent un filtre entre les fournisseurs de services et les consommateurs. Donc voilà, si je prends l'exemple d'Apple, il y a énormément de startups qui ont fait faillite parce que Apple avait décidé de ne pas d'arrêter de publier leur application dans l'App Store. Quelque part, c'est la seule façon de toucher
pour un développeur de toucher le consommateur. Il y a eu toute une très longue histoire entre Google et Yelp. Pourquoi ? Parce que l'algorithme de Google défavorisait certaines pages qui pourtant méritaient de rentrer en première position. Donc on va pas citer tous ces exemples, mais quelque part il y a un aspect féodal dans le web où ces seigneurs ont un pouvoir surdimensionné et ce sont eux qui décident de comment on va toucher le consommateur. Et ça c'est pas un monde très démocratique et c'est pas un monde très sain pour construire sa start-up. Donc voilà. Donc nous ce qu'on pense c'est que en fait le Web 3, ce qui s'appelle le Web 3, c'est le nouveau web décentralisé. Et c'est un monde qui va attirer de plus en plus les entrepreneurs et tous les nouveaux services vont se construire sur ce web qui est, attention, totalement naissant. On est encore qu'au tout début, on n'a rien encore vu, mais voilà, on ne cherche pas à s'attaquer aux GAFA, on cherche à s'attaquer à la situation monopolistique et aux dérives que cela entraîne naturellement, parce que, et c'est complètement normal, ils doivent rendre des comptes, ce sont des boîtes cotées, et donc ils doivent défendre les intérêts économiques des actionnaires et pas forcément des utilisateurs. Donc là, on se place côté créer plus de démocratie dans la façon d'utiliser le web et ses données. Donc quelque part, si je dois compléter ma réponse, voilà, aujourd'hui dans le web, l'autre limitation, c'est que les données ne nous appartiennent pas. Aussi bien techniquement, puisqu'elles sont hébergées. En tout cas, si je casse mon PC, je ne perds pas mes emails, mes emails vont rester chez Google. Et puis, d'un point de vue juridique, les données leur appartiennent puisqu'ils peuvent les exploiter à souhait. Le Web 3, c'est une autre idéologie où je reprends le contrôle sur mes données et j'autorise éventuellement un prestataire, un développeur, à les manipuler et à les monétiser ou pas en partageant ça avec moi. Donc nous, ce qu'on pense, c'est que l'ère du temps, comme toute innovation, c'est la rencontre entre l'attente sociétale et la technologie qui mûrit. Donc pour moi, le Web 3, ça correspond à la mentalité des jeunes qui veulent reprendre ce contrôle sur leurs données et la technologie qui est en train de se préparer. Et donc voilà, donc on pense que voilà, c'est le web nouveau qui va arriver. Ça fait partie du cours d'histoire. Ces plateformes ont vocation à se décomposer, se décentraliser. Alors votre modèle permet surtout de repenser la réservation en ligne et propose donc une alternative aux géants comme Booking. Mais maintenant, prenons le temps d'étudier les protocoles blockchain qui concurrencent les autres GAFA. Alors j'ai retenu par exemple Brave, qui est un navigateur et qui propose de repenser le marché de la publicité en ligne avec son token BAT. Vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne ? Alors Brave est un cas extrêmement intéressant. Parce qu'en fait, justement, il se positionne à la porte d'entrée, c'est-à-dire là où se trouve le client. Donc là, la porte d'entrée du numérique, c'est le navigateur, et Brave est avant tout un navigateur. Et donc, il a mis en place une politique en fait, de blocage de publicité au départ, donc qui correspond en fait à une certaine philosophie. Et ce qu'a fait Brave, c'est un peu disrupter, entre guillemets, le monopole des agences de publicité et mettre en relation directe les annonceurs et le particulier. Donc, dans le navigateur Brave, on est rémunéré pour la publicité, on est rémunéré pour son attention, pour le temps qu'on passe à regarder des annonces. Et dans Brave, on a le choix. On a le choix puisque on peut même refuser toute publicité, on peut même payer pour certains, on peut même payer pour ne pas voir de publicité et voir certains types de contenus. Donc je pense que c'est un cas assez intéressant qui vient attaquer une autre forme de monopole, qui est celle qui capte beaucoup de valeur. Donc c'est comment un annonceur veut toucher le consommateur. Et d'ailleurs, c'est intéressant, on peut saluer aussi le partenariat de Brave avec une société française qui s'appelle Compte. Et donc, effectivement, je pense que toute cette association rend encore plus crédible la proposition de valeur où l'utilisateur n'est pas le produit. L'utilisateur est justement le maître du jeu. Et on lui laisse toutefois la possibilité de monétiser ses données, de monétiser son temps, mais on le fait de façon plus justement. Je pense que globalement, en fait, c'est aussi un des défauts des systèmes actuels. Dans la plupart du monde des GAFA, en fait, les utilisateurs génèrent beaucoup de valeur. Et cette valeur n'est jamais redistribuée. Et c'est ça la force de l'approche blockchain, c'est justement de faire en sorte qu'on n'a pas des utilisateurs, mais on a des sociétaires. Effectivement, donc on les engage, ils font partie du système et ils retouchent la valeur. Donc on aura des gens qui seront plus impliqués
et donc ils seront encore plus heureux d'utiliser le système et on va faire dans un monde plus juste. Donc c'est vraiment une initiative à suivre et un browser au moins testé, si ce n'est à utiliser tous les jours. Et il y a déjà eu des projets alternatifs à Uber dans la blockchain. Alors parmi eux, il y a Arcade City et Swarm City. Alors, est-ce que c'est un fantasme d'imaginer un jour un tel service fonctionnant sans autorité centrale, dans lequel les chauffeurs et les clients signeraient un contrat numérique sans avoir besoin d'une société comme Uber pour orchestrer tout ça? Théoriquement, les smart contracts permettent de le faire, mais de là, imaginer que ça fonctionne correctement, je pense qu'il y a un très très long pas. Vous en pensez quoi? Alors effectivement, il y a une forme, en tout cas apparente, d'utopie numérique. C'est une sorte de kibbutz numérique. Il y a eu même une alternative avant, qui s'appelait Lazouz, qui a abandonné, parce qu'en fait, ils n'ont pas trouvé le modèle économique. Donc déjà, je dirais que si ça reste au niveau des développeurs, enfin s'il s'agit que de quelques développeurs qui s'amusent, effectivement, on restera au stade de proof of concept. Moi, je pense que la force de la blockchain, c'est justement de créer les incitations économiques pour que les gens s'impliquent dès le départ. Et d'ailleurs, les premiers cercles d'utilisateurs, donc, dans tous ces nouveaux réseaux, bénéficient plus de la création de valeur que les autres. Et c'est ça qui fait qu'ils sont très moteurs. Donc moi, je pense que la seule chose qui manque aujourd'hui et qui est en train d'être ajustée, c'est vraiment de la gouvernance de ce réseau et dimensionner les incitations économiques pour que les chauffeurs s'impliquent davantage dans ces systèmes. Parce que quelque part, aujourd'hui, si on reprend l'exemple de Uber, il a le choix, puisque Uber est coté en bourse. Donc quelque part, il n'a pas besoin d'être frustré par Uber, il suffit juste qu'il achète des actions d'Uber, et puis il continue à être chauffeur. Et puis si ce réseau grandit, il va bénéficier. Voilà. Alors on sait tous que, effectivement, le cours d'Uber ne va pas forcément extrêmement bien, parce qu'il a été survalorisé, mais peu importe. Le rôle de Swarm City, d'Arcade City, c'est justement de trouver, de dimensionner les incitations économiques, les récompenses pour chaque action qui fassent en sorte qu'on arrive à créer une coopérative des taxis et que cette répartition de valeur, qui ait plus d'intérêt à faire partie de la coopérative que d'acheter une action Uber. Moi, je pense que c'est possible. On est juste en train de trouver les paramètres qu'il faut pour motiver davantage de personnes. Et dans ce cas-là, dans le cas de Swarm City, effectivement, ils sont en train de le faire bastion par bastion, ville par ville. Donc, ils ne vont pas aller attaquer Uber sur le monde entier. Il faut simplement trouver une ville où il y a suffisamment de gens, suffisamment de chauffeurs qui ont un intérêt économique à le faire, et ils vont le faire. Moi, je pense que c'est qu'une question de temps. Mais peut-être ça prendra un certain temps avant qu'on trouve les bons paramètres, mais il n'y a pas de doute que ces paramètres existent. Et c'est marrant, l'histoire d'Arcade City, donc, qui est l'un des tout premiers projets anti-Uber, a commencé juste en fait via Facebook, il me semble dans la ville d'Austin, où Uber avait été interdit pour des raisons réglementaires, et en fait les chauffeurs, les clients plutôt, envoyaient des messages sur un groupe Facebook fermé, ils demandaient une voiture, et il y avait un chauffeur qui répondait en commentaire, il disait voilà, moi j'ai telle note, j'ai telle voiture et tout, et en fait c'est un système décentralisé, presque sans intermédiaire, avant la blockchain. Oui, complètement en fait. Finalement, on revient en source, on revient au pair à pair. Et la question est toujours la même, c'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir mettre en relation un chauffeur et un particulier, en fait, on a besoin d'une plateforme et qui est vue au égard de sa position, c'est elle qui décide des commissions. On a entendu plusieurs fois des grèves de chauffeurs Uber parce que Uber a décidé de changer la commissionnement, et ça ils le font de façon unilatérale. La promesse d'Arcade City, c'est que quelque part, si même il y avait une ponction, et il n'y en a même pas encore, pour les développeurs, en fait, ça serait une décision collégiale dans un intérêt global. Et quelque part, c'est ça le Web 3. C'est un monde plus démocratique, c'est un environnement plus stable, plus sain, où on va quelque part gouverner un bien commun. Quelque part, le bien commun, c'est l'infrastructure qui permet de se mettre en relation. Voilà. Et pour finir sur le sujet Uber, effectivement, nous, on attend les développeurs qui prennent en main le protocole BTU pour aussi créer un Uber VTC. Donc on est en discussion avec un développeur, mais je pense qu'on a besoin de davantage. Donc ça fait partie des opportunités qui existent. Et au-delà de la sécurité, l'autre défi
de ce type de service, c'est surtout, à mon sens, l'expérience utilisateur. Alors, par exemple, j'ai pu essayer Mastodon, qui offre une version de Twitter décentralisée, mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment pas super simple à utiliser. Vous pensez qu'un jour, on arrivera à développer ce genre de service avec une expérience utilisateur optimale ? Alors, effectivement, on ne peut pas nier que l'expérience utilisateur est limite archaïque, lente, avec des notions barbares comme le gaz, des confirmations de transactions, des temps de bloc qui ne parlent pas à l'utilisateur lambda. Donc, moi, je suis rassuré parce que quand je pense 20 ans en arrière, quand je sortais d'école d'ingénieur, je me souviens à l'époque encore où il fallait compiler soi-même son client email. À l'époque, j'utilisais Thunderbird. Avant d'être capable d'envoyer un email, et donc c'est complexe, et il y a eu beaucoup d'améliorations. Donc voilà, donc je pense qu'effectivement, on est quand même au tout début. Il y a des initiatives à suivre. Donc par exemple, tout ce qu'on appelle les métatransactions. Donc les développeurs peuvent sponsoriser le gaz sur Ethereum, des transactions de leurs utilisateurs, ce qui évite de les rentrer dans des notions complexes. Mais surtout, on peut citer que, enfin, quelque part, vu qu'il y a un nouveau web qui se prépare, il y a des nouveaux navigateurs. Ce nouveau web aura un browser, et on voit qu'il y a une vraie bataille qui s'engage, puisqu'Opera, on l'a déjà cité tout à l'heure, devient un DApp browser, et donc ça devient extrêmement simple. On voit ça à l'intérieur des nouveaux téléphones, HTC, Samsung et bien plus. On voit que les géants comme Binance et Coinbase ont des wallets, puisqu'ils ont décidé que la prochaine phase, c'était une phase d'adoption. Ce n'est pas qu'une phase de possession de tokens pour de la spéculation. Donc voilà. Donc on est en train d'améliorer ces navigateurs. Mais effectivement, on ne peut qu'avouer et admettre que on est qu'au tout début, il y a encore beaucoup de progrès à faire, et je pense qu'à mon avis, des plus belles opportunités de start-up, ce sont pour des designers qui vont créer ces nouvelles expériences qui méritent complètement d'être inventées. D'accord. Et le Web3 que vous décrivez, il est hyper utopique. Moi, j'aimerais que ça se passe comme ça, mais on sait très bien que les agents économiques, en fait, si on les laisse faire, ils tendent vers le monopole. D'une façon ou d'une autre, vous n'avez pas peur que ça se reproduise ? Alors, c'est pas qu'on a peur, effectivement. Moi, j'adore cette question parce que pour moi, la blockchain, elle est à double tranchant. Donc, donc dans ce monde féodal que je décrivais du web, effectivement, la blockchain pourrait être l'arme qui va renforcer ces monopoles. Donc, typiquement, quand j'ai en tête l'initiative de Facebook de créer sa propre crypto-monnaie, et de la distribution de valeur va aller aux actionnaires donc ils sont en train de lever 1 milliard apparemment pour financer ce lancement, et finalement en fait ils vont renforcer leur proximité avec le client jusqu'au portefeuille en ayant leur monnaie, et ça va doper la capacité de leur moteur de publicité, puisque quand je vais faire une publicité sur Facebook, les gens pourront acheter très facilement, donc je vais augmenter les taux de transformation, et je n'aurai envie d'acheter que sur Facebook. Donc finalement, si les entreprises ne saisissent pas de la blockchain pour se rapprocher, elles, de leurs clients, elles vont laisser les GAFA le faire, et finalement renforcer cette position qui pour moi ressemble, quelque part, si Facebook a sa monnaie, ça va ressembler à WeChat, et je pense que juste en disant ça, les gens ont compris à quel point ils ont augmenté leur pouvoir. Donc voilà, donc il ne faut pas laisser, pour moi, ces détournements de blockchain opérer. Parce que fondamentalement, la blockchain, c'est la dimension de l'open source, donc c'est un mouvement communautaire, et c'est une infrastructure opérée par la communauté, et on crée un bien commun. Donc le Bitcoin, c'est un bien commun qui permet d'envoyer de la valeur au-dessus d'Internet, et de le faire sans que personne n'ait la capacité de l'empêcher de le faire. Donc donc il ne faut pas laisser ces détournements de blockchain opérer. Il faut que les entreprises se saisissent des protocoles blockchain pour se mettre en relation, se rapprocher de leurs clients, pour construire des nouveaux canaux de distribution avec BTU protocole ou avec d'autres protocoles. Mais en tous les cas, c'est pas qu'une utopie. On est en train de le faire. Et vous parliez de la crypto-monnaie de Facebook qui devrait sortir cette année. Alors j'imagine que c'est intéressant pour vous parce que ça va
disons que les gens vont vraiment s'y mettre. Va y avoir une histoire d'adoption des cryptos à travers cette initiative. Mais est-ce que c'est positif ? Alors, effectivement, c'est très ambigu. Je pense que d'un point de vue des consciences, c'est à notre avantage, puisqu'on a de plus en plus d'entreprises, y compris du CAC 40, qui nous appellent et qui nous disent voilà comment on peut préparer une alternative au Facebook Coin, comment on peut anticiper d'avoir un nouveau canal de distribution, parce que sinon on va se faire imposer à la fin nos tarifs par Facebook et on n'aura plus le choix. Donc oui, je pense d'un point de vue éveil des consciences, pour moi c'est une opportunité extraordinaire. Par contre, en pratique, en réalité, pour moi, Facebook, c'est pas une crypto-monnaie. J'ai pas dit par hasard tout à l'heure, c'est un détournement de blockchain, parce qu'en réalité, ça n'a pas les caractéristiques de la crypto-monnaie. Ce n'est pas un mouvement open source opéré par une communauté, c'est vraiment opéré par une compagnie et soutenu par des financiers et par un fonds de capital risque. Alors, c'est pas que c'est mal, mais simplement, ce n'est pas la philosophie des crypto-monnaies. Et pour moi, en fait, le Facebook Coin, c'est plutôt... Ça permet à Facebook de rentrer dans le métier de PayPal, dans le métier de Visa, dans le métier de la banque. Et en réalité, c'est ce qui se prépare plutôt. C'est plutôt dangereux. C'est plus dangereux pour les banques que pour les crypto-monnaies. Si vraiment Facebook va jusqu'au bout, moi je m'attends à un mouvement similaire à ce qu'on a connu dans le retail apocalypse. C'est-à-dire que quand Amazon avait... quand le succès d'Amazon avait fait que il y a beaucoup de retailers qui ont fermé des magasins physiques, ben là c'est pareil. Si beaucoup de gens basculent sur le Facebook Coin, on voit aujourd'hui les jeunes se tournent vers les néobanques, les jeunes vont se comprennent l'intérêt des crypto-monnaies. Et effectivement, si de plus en plus de gens utilisent le Facebook Coin, on va pas avoir beaucoup ça peut faire mal à terme, sur le long terme, aux banques. Donc c'est pas une crypto-monnaie, c'est une nouvelle fintech et qui va disrupter les banques et c'est à suivre de très très près. Et je recevais lors d'un épisode précédent Cyril Paglino du fonds StarChain Capital. Et il pense que les géants actuels vont rapidement investir dans les systèmes décentralisés qui les concurrencent pour éviter justement de perdre des parts de marché. Et au final, les intermédiaires alternatifs décentralisés risquent de devenir de simples filiales de Google ou Apple. Alors, si Booking arrivait pour vous racheter, est-ce que vous seriez content ? Donc, par défaut, effectivement, on serait très content, on serait très flatté. Ça serait une reconnaissance même qu'on aurait eu un impact. Par contre, je pense que effectivement, on n'a pas vocation à être racheté par ce type d'acteur, puisque nous, on est en train de créer un bien commun, on est en train de créer un protocole ouvert. Il suffirait juste qu'ils utilisent notre protocole et ils bénéficieraient automatiquement de l'accroissement de valeur qu'ils feraient en l'utilisant. Donc, justement, ils n'ont pas besoin de nous racheter, il suffirait juste qu'ils nous utilisent, parce que nous, c'est un système qui se valorise au fur et à mesure de son usage. Donc, ils pourraient bénéficier sans nous racheter de l'accroissement de notre écosystème. Super, merci Vidal d'être passé dans 21 millions. Avec grand plaisir, et je reste fidèle parce que j'écoute le podcast régulièrement. Merci beaucoup à Vidal Shriki pour sa participation à 21 millions. Merci également à Ezad qui a composé le générique. Vous pouvez retrouver leurs références dans la description et les précédents épisodes sur Apple et Google Podcast, SoundCloud, Spotify, Deezer et YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur ces plateformes, c'est ça qui contribuera à faire grandir 21 millions. Vous pouvez également me contacter sur Twitter, Grégory_Raymond, pour me suggérer le thème ou la personnalité que vous souhaiteriez entendre au prochain épisode. À bientôt!